était déjà en ébullition. Les notifications s'empilaient sur les téléphones, les captures d'écran circulaient à une vitesse folle. Les vidéos, les commentaires, les directs enflammés, tout convergeait vers un seul sujet, le pasteur Marcelo Tunasi. Depuis l'annonce de son mariage avec Esther Aïcha, une ex-musulmane récemment convertie au christianisme, les critiques pleuvaient comme une pluie battante sur tôle. Les uns criaient au scandale, d'autres à la trahison, et beaucoup s'interrogeaient. Pourquoi si vite? Pourquoi seulement 1 an après la mort de Maman Blanche, cette femme qu'il avait tant aimée et qu'il avait mise en avant comme l'amour de sa vie? Dans les rues, dans les salons, au marché, même dans les églises, les conversations chuchotées ou criées se mêlaient au vacarme quotidien. Les anciens fidèles, qui avaient assisté au mariage avec Maman Blanche, se souvenaient encore de ces 5 longues années qu'il avait passées avant de se décider à l'épouser. 5 années de patience, de prière, de prétendue volonté divine. Mais cette fois-ci, à peine 1 an après les funérailles, un autre mariage. Pour beaucoup, cela sonnait comme une gifle à la mémoire de la défunte. Les vidéos de critiques devenaient virales. Certaines montraient des influenceurs religieux dénonçant un mariage précipité, insinuant que quelque chose de sombre se cachait derrière. Les hashtags se multipliaient. Hashtag justice pour Maman Blanche, hashtag Marcelo explique-nous, hashtag trop vite trop suspect. Les insultes fusaient, parfois violentes, souvent blessantes. On le traitait de manipulateur, d'homme sans cœur, d'hypocrite. Puis, un après-midi, alors que la pression atteignait un sommet, le pasteur Marcelo brisa le silence. Dans une vidéo live, il apparut, visage fermé, yeux fixés sur la caméra, la voix légèrement tremblante mais assurée. Les vrais coupables, dit-il, ce ne sont pas ceux qui m'insultent. Ce sont ceux qui savent la vérité, et qui se taisent. Pendant que vous me lapidez sur les réseaux, ils restent silencieux. Ils ne me défendent pas. Ces mots tombèrent comme un pavé dans une mare déjà agitée. Les réactions furent immédiates. Certains prirent cela comme un appel indirect à ses proches pour qu'ils viennent le soutenir publiquement. Mais pour d'autres, cette déclaration sonnait comme une provocation. Dans plusieurs groupes de discussion, on répétait « Comment défendre quelqu'un qu'on soupçonne d'avoir lui-même précipité la mort de sa femme ?» Le climat devint encore plus électrique. Des voix anonymes, se disant proches de la famille de Maman Blanche, commencèrent à affirmer que la défunte n'avait pas eu de véritable autopsie, que son corps avait été enterré rapidement, presque dans la précipitation, en Turquie, loin des regards de ses propres proches. Certains allaient jusqu'à dire que la famille de Maman Blanche n'avait pas pu voir son visage une dernière fois, ni participer aux funérailles. Une rumeur, persistante et lourde, insinuait qu'on avait voulu cacher quelque chose. La nouvelle épouse, Esther Aïcha, elle, restait silencieuse. On la voyait seulement dans quelques clichés, souriante, vêtue de robes élégantes, parfois dans des vidéos de culte. Mais son passé d'ex-musulmane convertie intriguait et alimentait les débats. Les plus mal intentionnés parlaient d'un mariage arrangé, d'une conversion opportuniste. Les plus modérés, eux, rappelaient qu'elle n'avait rien demandé à cette tempête, et qu'elle subissait désormais les conséquences d'une histoire qui la dépassait. Le lendemain de la sortie médiatique du pasteur Marcelo, la ville entière semblait retenir son souffle. Dans les cafés, les salons de coiffure, les bureaux, tout le monde commentait la même vidéo. Les visages étaient graves, parfois outrés. Certains fidèles ne comprenaient pas pourquoi leur pasteur, qui prêchait souvent l'humilité et le pardon, avait choisi de pointer du doigt ceux qui savent et se taisent. Pour eux, cette phrase était une confession déguisée. Reconnaître qu'il y avait quelque chose à savoir, c'était déjà admettre qu'un secret lourd planait sur la mort de Maman Blanche. À l'église principale, l'ambiance n'était plus la même. Le dimanche, en entrant dans le grand temple, on pouvait sentir une tension presque physique. Les regards se croisaient, certains se détournaient. Les murmures commençaient dès le seuil franchi. Même pendant la louange, là où d'ordinaire les chants faisaient vibrer les murs, un parfum d'inquiétude planait. Les musiciens jouaient, les choristes chantaient, mais le cœur des fidèles semblait ailleurs, fixé sur cette affaire qui, jour après jour, prenait des allures de scandale national. Dans un coin, 3 femmes, membres de longue date de l'Assemblée, échangeaient à voix basse. « Tu as vu comment il a parlé ?» demanda l'une, serrant son sac contre elle. « Oui », répondit une autre. Il avait l'air en colère, ou inquiet. « Inquiet. Tu veux dire coupable », lança la troisième, le regard dur. Un silence pesant suivit cette remarque. Pouvait être dangereux. Mais elle savait aussi que, depuis le décès de Maman Blanche, beaucoup de choses ne collaient pas. En dehors de l'église, les journalistes commençaient à flairer le gros titre. Des vidéos YouTube titrées « La vérité sur la mort de Maman Blanche » ou « Marcelo et le mariage de la discorde » accumulaient des centaines de milliers de vues. Certains enquêteurs en ligne affirmaient avoir retrouvé des images rares de Maman Blanche quelques semaines avant sa mort,
où elle semblait affaiblie, presque malade. D'autres prétendaient que cette faiblesse était provoquée. Les commentaires, souvent haineux, se comptaient par milliers. Dans la maison familiale de Maman Blanche, la douleur et la colère se mêlaient. Sa sœur aînée, Assa, n'avait toujours pas digéré le fait qu'elle n'ait pas vu le corps de sa cadette. « Comment voulez-vous que je fasse mon deuil ?» répétait-elle à qui voulait l'entendre. On nous a appelés pour nous dire qu'elle était morte, et à peine 2 jours après, elle était enterrée. Et en Turquie, en plus. Les larmes coulaient sur son visage, mais sa voix restait ferme. On ne fait pas ça dans notre famille. Chez nous, on accompagne nos morts, on les veille, on les embrasse une dernière fois. Mais là, on nous a tout volé. Le silence d'Esther Aïcha ne faisait qu'aggraver les suspicions. Certains y voyaient une stratégie, ne rien dire pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. D'autres, plus sceptiques, y voyaient une forme de mépris, voire de complicité tacite. On racontait qu'elle évitait les apparitions publiques en dehors des cultes, qu'elle filtrait ses appels, et qu'elle avait même fermé certains de ses comptes sur les réseaux sociaux. Mais l'événement qui allait vraiment relancer la polémique arriva quelques semaines plus tard. Lors d'un culte, Marcelo, en plein sermon, laissa échapper une phrase qui fit exploser les réseaux. Elle filtrait ses appels, et qu'elle avait même fermé certains de ses comptes sur les réseaux sociaux. Mais l'événement qui allait vraiment relancer la polémique arriva quelques semaines plus tard. Lors d'un culte, Marcelo, en plein sermon, laissa échapper une phrase qui fit exploser les réseaux. Dieu seul sait pourquoi certaines personnes doivent partir tôt. Les caméras captèrent chaque mot, chaque inflexion de sa voix. Pour ses partisans, il s'agissait d'une réflexion spirituelle, un message de foi. Pour ses détracteurs, c'était une justification maladroite, voire une confession voilée. Les jours passaient, mais la tempête ne faiblissait pas. Chaque nouvelle apparition publique du pasteur Marcelo était scrutée, analysée, disséquée image par ceux qui cherchaient à y trouver des preuves de culpabilité ou des signes de malaise. Sur les réseaux, les vidéos au ralenti montraient son regard, ses gestes, ses silences. Certains internautes se prenaient pour des experts en langage corporel, affirmant reconnaître dans ses postures les signes typiques d'un homme qui cache quelque chose. Le plus surprenant, c'était la réaction des autres figures religieuses. Quelques pasteurs connus commencèrent à s'exprimer. Certains le défendaient timidement. Frères et sœurs, la vie continue. Il a perdu sa femme, oui, mais Dieu peut lui offrir une nouvelle compagne pour avancer. D'autres, plus virulents, le condamnaient à mots couverts. Quand un homme de Dieu prend des décisions qui choquent même les brebis, il doit se demander s'il est encore guidé par l'esprit ou par ses propres désirs. Dans l'assemblée de Marcelo, la division était palpable. Une partie des fidèles continuait de le soutenir, répétant que les attaques venaient du diable pour détruire l'œuvre de Dieu. L'autre partie se faisait plus discrète, assistait moins souvent au culte et se posait beaucoup de questions. Les dons dans les paniers d'offrandes commençaient même à baisser. Un soir, la famille de Maman Blanche décida de briser son silence. Dans une vidéo émouvante, sa sœur Assa, vêtue de noir, prit la parole. « Nous voulons la vérité. Ce n'est pas une histoire de remariage rapide, c'est une histoire de respect pour notre sœur. Nous n'avons pas vu son corps. Nous ne savons même pas de quoi elle est morte. Nous exigeons un certificat de décès, une autopsie. Et si cela n'arrive pas, nous irons plus loin. » La vidéo, celle qui ralluma encore plus le feu. Des manifestations silencieuses furent organisées devant certaines églises. Des pancartes avec les mots « Où est la vérité ? Justice pour Maman Blanche » ou encore « Pas de paix sans réponse » fleurissaient dans les mains des protestataires. Esther Aïcha, elle, fit une rare apparition dans une courte interview filmée à la sortie d'un culte. Elle portait une longue robe blanche et un foulard léger. Son visage était calme, mais sa voix, tremblante. « Je suis chrétienne, je crois en Dieu, et je sais pourquoi je suis ici. Les gens parlent sans savoir. Je n'ai rien à cacher. » Ces quelques phrases suffirent pour que ses partisans la présentent comme une femme forte, et pour que ses détracteurs l'accusent de cynisme. Entre-temps, les spéculations sur la cause de la mort de Maman Blanche prenaient des directions inquiétantes. Certains parlaient d'empoisonnement discret, d'autres d'un problème de santé caché. Des vidéos pseudo-documentaires retraçaient sa dernière année de vie, montrant ses prédications, ses déplacements, ses rares photos personnelles. Tout était utilisé comme pièce à conviction dans ce tribunal populaire qu'étaient devenus les réseaux sociaux. Dans ses prêches, Marcelo commençait à glisser des phrases qui semblaient répondre à ses accusateurs. Quand Joseph a été accusé par la femme de Potiphar, il n'a pas répondu à ses ennemis. Il a laissé Dieu le justifier. Ne perdez pas votre temps à expliquer la vérité à ceux qui ont déjà décidé de croire au mensonge. L'auteur de Marcelo, resté anonyme, déclara dans une interview audio que tout le monde savait que le mariage avec Esther Aïcha était prévu avant même que Maman Blanche ne tombe malade. Ce témoignage, bien que non vérifié, fit l'effet d'une bombe.
Pendant ce temps, dans le cercle proche de Marcelo, la stratégie semblait claire. Tenir bon, ne pas céder, continuer les activités de l'église comme si de rien n'était. Mais les regards furtifs, les chuchotements dans les coulisses, laissaient deviner que même là, la tempête avait pénétré les murs. Les préparatifs du mariage entre Marcelo et Esther Aïcha restaient un sujet tabou dans les couloirs de l'église. Officiellement, tout avait été fait dans les règles, engagement, bénédiction pastorale, cérémonie religieuse. Mais en coulisses, certains murmuraient que les choses s'étaient faites dans une discrétion suspecte, presque comme si l'on avait voulu éviter toute interférence. Une choriste qui avait longtemps chanté aux côtés de Maman Blanche raconta, lors d'un dîner avec quelques amis proches, qu'elle avait reçu un message étrange quelques mois avant la mort de la défunte. C'était un SMS, dit-elle. Juste quelques mots, prie pour moi. Pas d'explication, rien d'autre. Autour de la table, un silence s'installa. Personne ne voulait croire que ce simple message pouvait être un signe prémonitoire, mais tout le monde le pensait. Du côté de la famille de Maman Blanche, la colère se mêlait désormais à une volonté d'agir. Son frère cadet, Paulin, commença à contacter des avocats pour étudier la possibilité d'ouvrir une enquête indépendante. « On ne peut pas juste laisser passer ça », répétait-il. « Elle était notre sang. Et même si c'est juste pour effacer les doutes, il faut que tout soit clair. » Dans l'assemblée, le climat devenait lourd. Les bancs, autrefois pleins à craquer, laissaient désormais des espaces vides. Les fidèles les plus fervents tentaient de ramener les autres, parlant de pardon, de foi, de ne pas juger sans preuve. Mais les plus sceptiques n'écoutaient plus. Les réseaux sociaux ne lâchaient rien. Chaque prédication de Marcelo était enregistrée, découpée, montée, partagée avec des titres accrocheurs. Il avoue enfin, les mots qui trahissent le pasteur, et si tout était planifié. Dans ces vidéos, on voyait parfois le pasteur sourire au milieu d'un message sérieux, un geste interprété comme de l'arrogance. Esther, quant à elle, restait une énigme. Ceux qui l'avaient connue avant sa conversion disaient qu'elle avait toujours été une femme ambitieuse, déterminée. Elle travaillait dans le commerce, voyageait souvent, connaissait beaucoup de monde. Ses amis d'enfance, elle, refusaient de parler aux journalistes. Étaient-ce par loyauté ou par peur? Personne ne le savait. Un soir, lors d'un culte particulièrement tendu, une femme se leva en plein milieu du sermon. Elle tenait un foulard noir dans ses mains et cria, d'une voix tremblante. « Où est la vérité, pasteur? Où est le respect pour son souffle ?» Marcelo s'arrêta net, fixa la femme pendant quelques secondes, puis répondit calmement. « Ma sœur, Dieu connaît la vérité. Et celui qui juge sans preuve se condamne lui-même. » Les applaudissements fusèrent dans une partie de la salle, mais dans l'autre, les murmures de désapprobation grandirent. À partir de ce jour-là, les opposants au pasteur commencèrent à organiser des réunions privées. Ils n'étaient pas seulement des fidèles mécontents, certains étaient d'anciens collaborateurs, des membres de la famille de la défunte, et même quelques pasteurs d'autres églises. Leur objectif, mettre la pression publique et obtenir des réponses. Les médias traditionnels commencèrent à s'emparer de l'affaire. Des chaînes locales diffusèrent des reportages avec des images d'archives de Maman Blanche, ses prêches, ses voyages, ses moments de complicité avec l'Assemblée. Les journalistes interrogeaient les fidèles devant l'église, récoltant des témoignages. Les premières véritables fissures dans l'image publique du pasteur Marcelo apparurent lorsque deux enquêteurs indépendants, spécialisés dans les affaires religieuses et les scandales ecclésiastiques, annoncèrent publiquement qu'ils allaient recueillir des témoignages et examiner les faits entourant le décès de Maman Blanche. Leur déclaration, publiée sur Facebook et reprise sur YouTube, fit l'effet d'une bombe. Ils expliquaient vouloir apporter la lumière sur ce que beaucoup murmurent depuis un an. La rapidité de l'enterrement, l'absence d'autopsie officielle accessible à la famille et la chronologie exacte des relations entre Marcelo et Esther Aïcha. Dès le lendemain, les réseaux sociaux se remplirent de messages anonymes affirmant détenir des preuves. Des captures d'écran de conversations WhatsApp, des photos de voyage, des documents médicaux non authentifiés. Tout circulait à la vitesse d'une rumeur dans un marché bondé. La famille de Maman Blanche, galvanisée par ce regain d'intérêt, organisa une conférence de presse dans la cour de la maison familiale. Les journalistes étaient entassés, caméras braquées, micros tendus. « Nous n'accusons pas, nous demandons », déclara Paulin, le frère cadet, en serrant les dents. « Nous demandons à voir le certificat de décès. Nous demandons à savoir pourquoi le corps de notre sœur a été enterré à des milliers de kilomètres de chez elle, sans que nous soyons présents. Nous demandons à savoir pourquoi, un an après, un mariage a été célébré comme si rien ne s'était passé. » Pendant ce temps, du côté de l'église, le cercle proche de Marcelo se refermait sur lui-même. Ses assistants filtrèrent les appels, refusèrent certaines interviews et resserrèrent l'accès à la scène lors des cultes. Les prêches du pasteur prirent un ton plus défensif. « Frères et sœurs, quand on sert Dieu, on devient la cible des flèches enflammées de l'ennemi.
Mais je vous le dis, la vérité triomphe toujours. Pour ses partisans, c'était une démonstration de foi. Pour ses opposants, c'était un moyen de détourner le débat des questions précises. Esther Aïcha, elle, continuait de se montrer discrète. Mais certains observateurs notèrent qu'elle avait pris plus de place dans l'organisation interne. Présence accrue aux côtés de Marcelo, intervention ponctuelle dans des réunions, gestion de certains projets caritatifs. Les rumeurs selon lesquelles elle préparait sa place depuis longtemps se renforcèrent. Dans l'ombre, un ancien membre de l'équipe de communication de l'Église accepta, sous couvert d'anonymat, de parler à une chaîne en ligne. Sa voix, modifiée pour ne pas être reconnaissable, lâcha une phrase qui fit trembler les réseaux. Ce mariage, il ne s'est pas décidé après la mort de Maman Blanche. Il était déjà envisagé bien avant. Les commentaires explosèrent. Certains crièrent au mensonge destiné à détruire l'œuvre du pasteur, d'autres prirent cette déclaration comme la confirmation de leurs soupçons. À mesure que les semaines passaient, la pression médiatique commença à avoir un impact visible. Baisse de fréquentation des cultes, chute des dons et même annulation de certaines invitations internationales. Des pasteurs étrangers, craignant la polémique, préféraient reporter la venue de Marcelo dans leurs églises. Pourtant, au cœur de cette tourmente, lui restait ferme sur sa ligne. Silence sur les détails, refus de se justifier sur les accusations et insistance sur sa mission spirituelle. Ceux qui veulent comprendre comprendront au temps de Dieu, répétait-il. Mais dans les marchés, les taxis, les salons de coiffure, une autre phrase tournait sans cesse. Si tu n'as rien à cacher, pourquoi ne pas tout montrer? À l'intérieur même de l'église du pasteur Marcelo, l'atmosphère devenait de plus en plus irrespirable. Ce qui, autrefois, était un lieu d'unité, de chant et de prière, s'était transformé en un espace de méfiance et de conversation étouffée. Les fidèles se divisaient désormais en deux camps bien distincts. Ceux qui croyaient dur comme fer à l'innocence du pasteur, et ceux qui ne pouvaient plus ignorer les zones d'ombre autour de la mort de Maman Blanche. Les réunions de service, qui étaient habituellement l'occasion de préparer les cultes dans une ambiance fraternelle, ressemblaient désormais à des sessions de gestion de crise. L'équipe de communication passait des heures à discuter des publications à faire ou à éviter, de ce qu'il fallait dire face aux journalistes, et des vidéos à publier pour contrer les mensonges. Certains responsables plaidaient pour que le pasteur rompe le silence et présente publiquement le certificat de décès. D'autres affirmaient qu'un tel geste ne ferait qu'alimenter la polémique. Pendant ce temps, dans les couloirs, les rumeurs enflaient. On disait qu'Esther Aïcha avait commencé à donner son avis sur des questions qui relevaient autrefois exclusivement de Maman Blanche. Elle avait, par exemple, proposé de réaménager le bureau pastoral, en changeant même certains portraits et souvenirs de la défunte. Pour certains, c'était un signe clair qu'elle voulait effacer toute trace de celle qui l'avait précédée. Un soir, après un culte tendu où le pasteur avait prêché sur le thème « Les épreuves du juste », un groupe de fidèles mécontents se réunit discrètement dans un café voisin. Il y avait là d'anciens membres de la chorale, un diacre, et même un ancien proche conseiller de Maman Blanche. Les discussions étaient animées. « Il faut agir », lança l'un. « On ne peut pas laisser les choses continuer ainsi. »« Agir comment ?» répondit un autre. « Tu veux attaquer un pasteur publiquement ? Tu sais les risques. » Les risques, c'est déjà ce que nous vivons, la vérité étouffée. De leur côté, les enquêteurs indépendants qui avaient promis de faire la lumière sur l'affaire poursuivaient leurs recherches. Ils avaient déjà rencontré plusieurs personnes affirmant avoir vu Marcelo et Esther ensemble à des événements privés, bien avant la mort de Maman Blanche. Certaines de ces affirmations étaient impossibles à vérifier, mais elles contribuaient à nourrir le doute collectif. Dans les médias, la couverture du scandale prenait de l'ampleur.